Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc moi je suis donc médecin psychiatre et pédopsychiatre. Je travaille donc en milieu hospitalier depuis une trentaine d'années. Et voilà. Et donc depuis j'ai changé de poste il y a peu, donc je suis plus à la maison d'arrêt de Villepinte. Maintenant je suis au centre pénitentiaire de Fresnes. Mais globalement je fais toujours du soin psychiatrique pour les personnes qui sont donc incarcérées. Après avoir fait pendant 20 ans de la pédopsychiatrie. Euh, Par ailleurs, dans mes différentes fonctions, je suis également administrateur de la Fondation John Bost, pour ceux qui connaissent la Fondation Bost, et je suis au bureau de la commission justice et aumônerie des prisons de la Fédération protestante de France. Euh, alors, la santé mentale, définir la santé mentale, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas très simple, parce il y a beaucoup de définitions. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas évidemment pas d'accord avec ces définitions-là. Euh, Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de partir de la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Comme vous le savez, l'OMS, qui est une instance euh, reconnue donc, pour tous les pays du monde, donne un certain nombre d'indications sur tout ce qui touche la santé, hein, aussi bien les épidémies que la prévention du cancer, que tout ce qui touche donc vraiment à la santé au sens large. La définition de la santé de l'OMS, elle est, euh, elle est assez particulière, elle est très très large. Selon l'OMS, la santé au sens large, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. C'est-à-dire que cette notion de la santé de l'OMS, qui est à peu de choses près la définition de la santé qui est retenue en France, aussi bien dans les ministères que pour les étudiants qu'en fac et autres, elle est assez particulière parce qu'on voit bien qu'il ne s'agit pas simplement uniquement de ne pas être malade. C'est pas uniquement ça, c'est qu'en plus, il faut vraiment se sentir bien, se sentir en bonne santé, euh, ce qui veut dire que les critères pour pouvoir dire qui est en bonne santé, finalement, sont assez subjectifs, hein. C'est-à-dire que les critères de la santé et donc de la santé mentale, c'est pas simplement des normes médicales, des normes statistiques avec des définitions bien claires de qu'est-ce que le diabète, qu'est-ce que la dépression. C'est pas uniquement ça, c'est pas uniquement des normes statistiques anonymisées et autres. C'est aussi une perception individuelle de comment est-ce que la personne elle-même se sent. Alors, ça veut dire qu'au sens strict, on peut pas vraiment dire qu'il y a une définition de la santé mentale, si on prend la définition de l'OMS. Bon. Cela étant, je pense qu'il faut quand même un petit peu tempérer un petit peu cette définition de l'OMS, qu'il faut plus la prendre comme un guide que comme quelque chose d'absolu. Euh, En France, classiquement, quand on est psychiatre ou psychologue, enfin, en tout cas quand on est dans le monde de la santé, disons que la santé mentale, c'est le fait de ne pas avoir de maladie. Ensuite, d'aller bien ou pas, ça c'est plutôt secondaire, mais fondamentalement, c'est le fait de ne pas avoir de maladie, de ne pas avoir de souffrance psychique, hein. Globalement, la définition qui n'existe pas, mais qu'on peut un petit peu donner quand on écoute les uns et les autres, ça serait à peu près ça. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette définition-là, c'est qu'il y a aller bien, enfin ne pas avoir de troubles, il y a deux choses dans cette définition-là qui sont complémentaires. Il y a deux choses qui sont en fait une dichotomie euh, qui est entre le trouble psychique, d'une part, et la maladie psychiatrique, d'autre part. Le trouble psychique ou la souffrance psychique, en dehors de toute maladie psychiatrique, d'une part, et la question de la maladie psychiatrique proprement dit. Pour vous donner un exemple, par exemple, c'est le deuil. Euh, Quand on a perdu un être cher, bien entendu, on va être en deuil. Bon, ça, c'est un processus psychologique normal. Je veux dire, d'être triste quand on perd quelqu'un qui vous est cher. Donc, sur le plan de la santé mentale, on n'est pas en bonne santé.
On est triste, on va pas bien, on peut avoir des idées suicidaires, on peut avoir des moments dépressifs, on peut chercher refuge dans l'alcool ou dans le cannabis ou n'importe quoi ou d'autres choses. Donc on ne va pas bien, on n'est pas en bonne santé. Mais le deuil est quand même un processus naturel, un processus normal. Par contre, là où la science médicale, si je puis dire, en tout cas là où la psychiatrie, là où la médecine intervient, c'est que, indépendamment de comment chaque personne vit son deuil, si on prend statistiquement comment les personnes en général, tout le monde vit son deuil, on constate qu'un deuil, en règle générale, euh, au bout de 6 mois, disons un an ou plus tard, on estime que bah, les gens ont fait leur deuil, sont passés à autre chose et retrouvent un état de santé mentale à peu près correct. Enfin, en tout cas, normalement, non plus de souffrance liée au deuil en question. Il peut arriver que les personnes n'arrivent pas à faire le deuil, qu'ils soient complètement ancrés dans cette souffrance-là. Quand ça dure plus d'un an, de façon un peu arbitraire, c'est là où la médecine décide que on sort du cadre d'un deuil normal, d'une souffrance, d'un trouble psychique, d'une souffrance psychique, pour entrer dans le cadre d'une maladie psychiatrique, dans le cadre de ce qu'on appelle un deuil pathologique. Donc un deuil qui est en réalité une maladie, parce que le processus naturel de faire son deuil n'a pas pu se faire. Et donc là, les symptômes qui existent, la tristesse, perte de l'envie de faire les choses, problème d'appétit, problème de sommeil et tout le reste, sont plus de l'ordre du trouble psychique de la souffrance entre guillemets naturelle, un petit peu comme quand on se casse la jambe, bah, on a mal à la jambe, c'est une réaction naturelle. Bon, on rentre dans la pathologie psychiatrique proprement dite. Donc, sur la question de la santé mentale, il faut toujours garder en tête que pour les professionnels, quels qu'ils soient, globalement, il y a deux grandes catégories. Il va y avoir les troubles psychiques, la souffrance psychique qui est liée à quelque chose qui est, somme toute, même si c'est désagréable, qui est globalement naturel. Et il y a à côté de ça ce qui est l'ordre de la maladie psychiatrique proprement dite. Alors, ce que ça veut dire dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, la science va poser un certain nombre de critères pour déclarer qu'est-ce qui est de l'ordre, par exemple, de la schizophrénie, ou alors pour déclarer quand est-ce que quelqu'un qui boit régulièrement de l'alcool, quand est-ce que c'est une consommation festive à peu près normale, sans problème, et quand est-ce que ça devient une consommation d'alcool pathologique, et donc on a un problème d'alcoolisme, de dépendance alcoolique. À un moment donné, comme chacun va avoir son vécu, à un moment donné, la science dit, bah, on va mettre des normes chiffrées, on va mettre des critères et autres. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette double distinction entre la souffrance psychique, d'une part, et la maladie psychiatrique, fait que les définitions même des maladies psychiatriques changent avec le temps. Quand on prend l'OMS, tous les gens, enfin pas tous les gens, enfin, l'OMS édite un gros bouquin qui s'appelle la CIM, la Classification internationale des maladies. Alors, c'est un livre qui doit faire, je ne sais pas combien, de 2 ou 3 000 pages, où globalement, ça répertorie toutes les maladies neurologiques, dermatologiques, tout ce qu'on, y compris les maladies psychiatriques. Quand on prend aujourd'hui, on en est à la 11e édition de la CIM, la classification internationale de maladies. Donc, c'est vraiment la Bible de l'OMS, c'est là où il y a tout qui est recensé. Quand on prend les différentes éditions de la CIM, la classification internationale de maladies, quand on regarde notamment les troubles psychiatriques, ben, on constate que les critères changent. C'est-à-dire que les critères pour dire aujourd'hui quelqu'un est déprimé ne sont pas les mêmes que les critères il y a 30 ou 40 ans. Les critères pour dire que quelqu'un a un problème d'addiction, ces critères ne sont pas les mêmes qu'il y a 30 ou 40 ans. Il y a même des maladies qui jadis étaient considérées comme des maladies psychiatriques et qui aujourd'hui ne le sont plus. Alors, pour donner des exemples un petit peu extrêmes, la maladie d'Alzheimer, par exemple. La maladie d'Alzheimer, c'est une démence. Il y a 50 ans, c'est rentré dans la catégorie des troubles neuropsychiatriques, donc c'était une maladie psychiatrique. Et on hospitalisait les patients qui avaient des maladies d'Alzheimer dans les 60-70, on les hospitalisait dans les services de psychiatrie. Aujourd'hui, pour des tas de raisons, la science a fait beaucoup de progrès. On sait mieux comment marche la maladie d'Alzheimer. On sait mieux un petit peu quels sont les critères objectifs. On n'a pas tellement plus de traitements qu'il y a 70 ans, qu'il y a 50 ans. Bon, mais bon. Mais aujourd'hui, c'est une maladie qui n'est plus considérée comme une maladie psychiatrique, mais comme une maladie neurologique. Donc aujourd'hui, les patients qui ont une maladie d'Alzheimer ne sont plus hospitalisés en psychiatrie, ils sont hospitalisés en neurologie. Donc le statut de la maladie change.
De fait également, la notion de qu'est-ce que la bonne santé psychique, la santé mentale, on voit que nécessairement c'est modifié. Alors peut-être pas de façon colossale, mais en tout cas, on voit qu'il y a des modifications. D'autres exemples qui sont vraiment intéressants, et là c'est l'ancien pédopsychiatre qui parle, euh, il y a 35 ans, quand j'ai commencé mes études, euh, le diagnostic d'autisme était très peu fréquent. C'était peut-être un enfant sur 10 000. Hein. C'était une maladie qui était très rare, l'autisme dans l'enfance. Aujourd'hui, pour des tas de raisons sur lesquelles je reviendrai brièvement, pour des tas de raisons, les critères qui permettent de diagnostiquer l'autisme et le nom même de la maladie ont changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'autisme, aujourd'hui, on parle de trouble du spectre autistique. C'est-à-dire que maintenant, la définition est beaucoup plus large. Aujourd'hui, le trouble du spectre autistique, selon les études, alors qui sont extrêmement à prendre avec des pincettes, parce que d'un pays à l'autre, on n'a pas les mêmes études. Même en France, par rapport à il y a 10 ans, on n'a pas tout à fait les mêmes études. Mais globalement, disons qu'en gros, là où il y a 50 ans, un enfant sur 10 000, voire 50 ou 100 000 souffrait d'autisme, aujourd'hui, c'est à peu près un enfant sur 100 qui a un trouble du spectre autistique. C'est-à-dire que de 1 sur 10 000, on est passé à 1 sur 100, à peu près. Alors, il y a des tas de raisons qui permettent d'expliquer cela. Il y a des tas de raisons, mais je vais juste vous en donner une petite, surtout la raison, enfin, une raison fondamentale qui montre bien que la notion de santé mentale, elle est assez délicate, d'une part, et d'autre part, elle est assez émouvante. Euh, donc, il y a 35 ans, quand j'ai commencé, les diagnostics d'autisme étaient encore des diagnostics classiques. Mais par contre, on avait des diagnostics d'enfants qui avaient un retard mental. Bon, donc, c'était des enfants. Alors, il y avait des termes qui aujourd'hui, dont on ne se sert plus, parce qu'aujourd'hui, on les considère comme tout à fait désobligeants, voire insultants. Il y a 35 ans, c'était les termes dont on se servait. Donc, un retard mental, par exemple, c'était des diagnostics qui étaient posés. Moi, j'ai constaté que, en l'espace de 35 ans, le nombre d'enfants qui avaient un diagnostic de retard mental a lentement, lentement, lentement chuté. Le nombre d'enfants qui avaient un diagnostic de trouble autistique ou du trouble du spectre autistique a lentement, 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 lentement augmenté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, globalement, quand on fait la somme des deux, des enfants qui ont un trouble du spectre autistique et un retard mental, on constate que le total reste constant. Qu'est-ce qui a changé dans tout ça? Ce qui a changé, c'est que pour des tas de raisons, notamment de la part des parents, il y a eu à partir des années 80 une volonté d'intégrer tous les enfants qui avaient des difficultés dans une scolarisation normale. C'est-à-dire que tous les enfants puissent aller à l'école, ce qui me semble tout à fait indispensable, normal et tout à fait justifié. C'est quelque chose qui n'a pas à remettre en cause. Tous les enfants doivent avoir accès à une scolarité. Jadis, quand les enfants avaient un retard mental, très très vite, ils étaient soit mis au fond de la classe, soit ils étaient mis dans des classes spécialisées, soit ils étaient exclus, soit ils étaient orientés vers le milieu médico-social, ils allaient dans différentes institutions et autres. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'enfants ont été considérés comme n'ayant pas un retard mental en tant que tel, mais ayant un trouble du spectre autistique qui induisait des difficultés scolaires, des difficultés cognitives, etc. Donc, ils sont passés du statut d'un enfant qui avait un handicap et un retard à des enfants qui ont une maladie. Et donc, cette notion de la maladie, en fait, a énormément rassuré les parents. Parce que moi, je l'ai vu dans ma pratique. J'ai vu comment les entretiens se faisaient avec mes collègues, comment on parlait aux familles, comment on expliquait, puis les demandes qu'avaient les familles, les demandes qu'avaient les parents. Dire à des parents, votre enfant, malheureusement, euh, il a des difficultés cognitives et c'est comme ça. Globalement, les parents entendaient, oui, bon, vous me dites que mon enfant est bête et que globalement, il est bête, c'est pour la vie, ça ne changera pas. Quand on disait aux enfants, aux parents que leur enfant avait un trouble du spectre autistique qui était une forme de maladie, il y avait toujours cet espoir que finalement, c'est une maladie, on va peut-être pouvoir en guérir. Donc, il y avait cette notion qui a complètement changé, qui a fait que pour des tas de raisons, donc avec l'inclusion des enfants en classe scolaire, dans les ULIS, les CLIS, dans toutes ces structures, que je défends à 100%. J'ai travaillé avec des ULIS, j'ai travaillé avec des CLIS, je pense que c'est une nécessité. C'est très compliqué à gérer en milieu scolaire, mais ça, c'est une autre question. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette notion de santé mentale a complètement changé. Et maintenant, il faut bien comprendre que la question de la santé mentale, ça touche pas uniquement
le fait qu'il y ait une maladie, qu'on va voir un médecin et qu'éventuellement on est hospitalisé, qu'on fait un bilan, il faut voir que la santé mentale, ça englobe la totalité de la vie des individus, comment ils réagissent à absolument toutes sortes de choses. Lors de l'introduction, il a été parlé notamment du Covid. On a pu constater qu'effectivement, lors du Covid, bah, il y a eu un changement complet de l'organisation de la société. Les rapports ont été extrêmement modifiés. Moi, j'avais des enfants adolescents à l'époque. Bah, moi aussi, j'ai vu comment ils ont pu réagir très difficilement à tout ça. Bon. Euh, Toutes ces questions-là, il y a 40 ans, on aurait dit, bon, ben voilà, il y a une épidémie, on fait le gros dos, on attend que ça passe et ça passera. On voit qu'aujourd'hui, c'est plus uniquement ça. Maintenant, il y a vraiment des enjeux de questions de santé mentale, mais vraiment au niveau de la société. Alors, qu'est-ce qu'on s'est aperçu avec notamment le Covid? C'est que beaucoup d'adolescents, mais pas les adolescents aussi, les adultes n'allaient pas bien. On a voulu orienter les gens, donc le gouvernement, les États a fait des tas de choses pour bénéficier de la santé mentale. On s'est rendu compte que le grand problème, c'est que notamment, bah, on manque énormément de pédopsychiatres. On manque énormément de professionnels de la santé. On a beaucoup de consultations. Moi, quand j'étais en CMP enfant, il y a une dizaine d'années, je travaillais dans un CMP enfant dans le 93. Mes collègues et moi, dans les CMP, on avait parfois un an d'attente. Alors, un an d'enfant d'attente pour un enfant qui a 4 ou 5 ans, qui doit aller à l'école, ça veut dire qu'il y a toute une année scolaire qui est gâchée parce qu'il ne va pas avoir de pédopsychiatre. Bon, c'est très compliqué. Alors, le grand problème un petit peu sur toutes ces questions-là, c'est que la santé mentale, comme je vous l'avais dit, il y a cet aspect de la souffrance psychique, il y a cet aspect de la maladie psychiatrique. Si on prend un petit peu la question des maladies psychiatriques proprement dit, euh, là encore, en 40 ans, les choses ont énormément changé. Ce qui a changé au niveau de la psychiatrie proprement dit en 40 ans, c'est un petit peu les diagnostics, comme je l'avais dit, parce que certains diagnostics ont changé, enfin les critères ont changé, mais bon, c'est pas ça le changement fondamental en France. Le changement fondamental en France, ça a été l'organisation des soins et l'organisation de l'hospitalisation proprement dit. Il y a une cinquantaine d'années, 40-50 ans, il y avait environ 80 à 90 000 lits d'hospitalisation en psychiatrie, tout confondu. Aujourd'hui, on est à peu près 50 000 lits d'hospitalisation en psychiatrie, peut-être un petit peu plus. C'est-à-dire qu'on a perdu 35%, 35 à 40% du nombre de places en psychiatrie. Bon, je ne rentrerai pas dans la polémique de pourquoi on a supprimé ces places. Il y a des raisons politiques, il y a des raisons économiques, il y a des tas de raisons sociales, tout ce qu'on veut. Le fait est que le nombre de places a diminué. Qu'est-ce que ça a impliqué? Ça impliquait qu'il y a 40 ans, même 35 ans quand j'ai commencé comme interne, euh, quand une personne n'allait pas bien, soit qu'elle ait une maladie psychiatrique, soit qu'elle ait un trouble psychique, une dépression, un deuil ou quelque chose comme ça, la personne était prise en charge et était facilement hospitalisée. Donc elle restait hospitalisée 2 semaines, 3 semaines, un mois, le temps qu'il fallait pour qu'elle aille mieux. Et puis parfois c'était 2 mois, 3 mois, 6 mois, parfois un an. Hein. C'est-à-dire qu'on hospitalisait aussi bien des personnes qui avaient des dépressions réactionnelles, donc un trouble psychique, mais pas une maladie psychiatrique pour autant. On hospitalisait dans les mêmes services des gens qui avaient par exemple une schizophrénie grave, donc qui avaient une vraie maladie psychiatrique, et qui pouvaient rester hospitalisés 6 mois, un an, 2 ans. Moi, je me souviens d'un des tout premiers patients que j'ai pris en charge à l'hôpital psychiatrique. Ça faisait 27 ans qu'il était hospitalisé dans le même service de psychiatrie. Et c'était considéré comme normal. Ce monsieur avait une maladie grave, il avait un handicap majeur, il était très très déficitaire pour tout, il n'était pas autonome. Donc, bah, il restait à l'hôpital parce que bah, globalement, il avait besoin d'être protégé. Aujourd'hui, ça, ces deux choses, c'est globalement fini. C'est-à-dire que les gens qui ont simplement une souffrance ou un trouble psychique gênant mais pas grave ne vont plus nécessairement être hospitalisés à l'hôpital. Il y aura plus facilement des consultations ambulatoires, des hôpitaux, de jour éventuellement, des hospitaux cliniques, mais en tout cas, ces personnes ne seront quasiment plus à l'hôpital public. Parce qu'on considère maintenant que tout ce qui est de l'ordre du trouble psychique, c'est très gênant pour la personne, elle n'est pas en bonne santé, c'est vrai, mais c'est pas, entre guillemets, suffisamment grave, si on peut dire, pour qu'elle soit à l'hôpital psychiatrique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à l'hôpital psychiatrique, la très grande majorité des personnes hospitalisées en psychiatrie sont des gens qui souffrent proprement d'une maladie psychiatrique proprement dite. Et la maladie psychiatrique emblématique, c'est la schizophrénie. La schizophrénie et toutes les formes de psychose. Mais, comme le nombre de lits a diminué,
Donc on ne pouvait plus prendre tout le monde, donc on prend uniquement les gens qui ont une maladie psychiatrique. Mais ça veut également dire qu'on ne peut plus garder les gens éternellement pendant 5, 10, 15 ans ou 30 ans comme ça se faisait auparavant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'hôpital psychiatrique, l'hôpital public, tout au moins, son rôle n'est plus de prendre en charge les gens qui ont des maladies sur la durée. Son rôle, c'est de prendre en charge les gens, de les hospitaliser. Je parle vraiment de l'hospitalisation dans un service d'hospitalisation où on dort sur place, on va sur place. Les services d'hospitalisation, maintenant, sont là pour gérer les urgences et les décompensations, les troubles aigus. Hein. Quelqu'un qui est schizophrène, qui est en rupture de traitement, qui se remet à délirer, à halluciner, il ira à l'hôpital psychiatrique. On lui redonne son traitement, il est à nouveau stabilisé, et ensuite, bah, il ne restera pas à l'hôpital, il ira chez lui, ou il retournera dans un foyer, ou il ira dans une structure d'accueil spécialisée, ou il ira ou dans un hôpital de jour ou autre, mais en tout cas, il ne restera pas à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a 35 ans, la durée moyenne de séjour à l'hôpital psychiatrique, on ne pouvait même pas la calculer, parce que certaines personnes restaient 15 jours, d'autres restaient 20 ans. Aujourd'hui, à l'hôpital psychiatrique, la durée moyenne de séjour est de 3 semaines, qui est le temps nécessaire pour prendre en charge quelqu'un qui est dans un état de décompensation, de crise, le stabiliser, qu'il aille un peu mieux, et ensuite essayer d'organiser autre chose. Donc là où je veux en venir, c'est que, et je finirai là-dessus, c'est qu'il faut bien comprendre que la santé mentale, c'est un concept qui est assez élastique, qui n'est pas très, très clairement défini. Donc pour s'y repérer, il faut bien comprendre qu'il y a deux choses distinctes. Il y a les troubles psychiques qui ne préjugent pas d'une maladie psychiatrique, et il y a les maladies psychiatriques en elles-mêmes qui aujourd'hui sont le ressort essentiellement des services d'hospitalisation. Donc, de toute façon, la conclusion dans les deux cas est à peu près le même, c'est que aujourd'hui, l'hôpital, le service public prend bien en charge les moments aigus, les moments de décompensation chez les patients schizophrènes qui se remettent à délirer, les décompensations chez les personnes qui ont une dépression qui ne vont pas bien, qui ont des idées suicidaires, qui font parfois des passages à actes suicidaires. Donc, tous ces moments-là un peu aigus continuent à être plutôt bien pris en charge. Le problème, c'est ce qui se passe après. Une fois que la personne est à peu près stabilisée, une fois que le schizophrène prend son traitement qui est à peu près stabilisé, qui et comment va le prendre en charge? Une fois que la personne qui a fait un deuil très douloureux, pénible, qui a eu des idées noires, qui a peut-être éventuellement fait une tentative de suicide, une fois qu'elle va mieux, elle retourne chez elle, bah, comment est-ce qu'on va pouvoir continuer la prise en charge? Donc c'est, à mon sens, aujourd'hui, la question de tout ce qui touche la santé mentale, elle est réellement là. Hein. Elle est d'une part de la compréhension de tout ce qui se joue au niveau de la société, et d'autre part de comment est-ce que ces personnes qui vivent chez elles ou dans des structures adaptées ou autres, comment est-ce qu'on peut les accompagner, comment est-ce qu'on peut les prendre en charge, comment est-ce qu'on peut les repérer, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour les aider. Hein. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui commencent à se mettre en place, qui existent. Hein. Euh, Comme je vous l'avais dit, la définition de la santé mentale change, la définition des maladies évolue avec le temps. Aujourd'hui, il y a un nouveau concept qui est apparu il y a quelques années qui, comme il a été dit donc, par Marc Olivier, la notion des premiers soins en santé mentale. Hein. Donc, il y a 10 ans, ça n'existait absolument pas, c'était même pas, enfin, personne n'avait l'idée que ça puisse exister. Aujourd'hui, heureusement, c'est des choses qui commencent à rentrer dans l'habitude, dans les habitudes. Il y a des formations très bien qui existent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que quand on n'est pas du corps médical, quand on n'est pas infirmier, quand on n'est pas professionnel de la santé, bien entendu, il ne faut pas s'improviser thérapeute, il ne faut pas s'improviser psychiatre et autres. Par contre, on peut tout à fait se former pour faire des accompagnements. Mais ces accompagnements-là sont absolument clés parce que malheureusement, le service de santé en France est en grande difficulté, comme vous le savez, continue à plutôt bien fonctionner pour tout ce qui est la crise. Mais tout ce qui est l'accompagnement au quotidien, là, pour le coup, il y a encore beaucoup de choses qu'il faut faire. Voilà, on m'avait donné à peu près 20 minutes, je crois que ça fait 20 minutes. C'est C'est un parfait, c'est sujet qui est parfait. extrêmement compliqué et large, donc on pourra en discuter tranquillement et je répondrai à vos questions. Merci pour votre attention. Merci, merci beaucoup. Bah, si vous avez des questions, soit vous pouvez les poser maintenant, soit on peut faire toutes les questions à la fin, comme vous préférez. Euh, je vois qu'il n'y a pas de main qui se lève, donc je propose de passer maintenant la main à Eric Pinet. Je prends, merci. Voilà. J'ai juste besoin de retrouver le bouton pour avoir le micro. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Je vois que je suis pas le seul à avoir un passager clandestin sur, C'est ça, j'ai vu.
qui vient aussi s'instruire sur ce que c'est que la maladie mentale, les troubles psychiques, l'accompagnement, etc. Alors moi, je suis Éric Pinet, comme mon nom l'indiquait sur l'écran. J'exerce un métier qui n'existe pas encore en tout cas, il est trop récent. En tout cas, il n'a pas de référentiel. C'est le métier de médiateur de santé pair, PAIR. Alors, le métier de médiateur de santé pair, c'est tout simplement celui d'un père aidant en santé mentale. Il n'existe pas de médiateur de santé pair dans d'autres secteurs de la santé, alors qu'il existe des pères aidants dans d'autres secteurs de la santé, à commencer par les premiers historiquement, tels que le sida et puis le diabète et d'autres types de choses, quoi. Donc, je travaille, moi, sur une plateforme adulte handicap spécialisée dans le handicap psychique qui fait partie du secteur médico-social, ce qui fait la suite de ce que Guillaume vient de nous expliquer, c'est-à-dire qu'il y a l'hôpital d'un côté qui va accueillir les personnes, mais une fois que les personnes ne sont plus accueillies, il faut bien qu'elles continuent à vivre, et c'est même très important, et c'est souvent le secteur médico-social qui s'en charge à travers différents types de services et différents types d'activités. Je suis en ce moment à La Rochelle, donc je vous adresse mes bonjours parce qu'il fait plutôt beau là-bas. Et en fait, la plateforme adulte et handicap dans laquelle je travaille couvre à peu près les deux tiers du département de la Charente-Maritime. Donc un département à la fois assez grand, plutôt rural quand même, avec des variations de population importantes, et puis une population constante qui, elle, est plutôt plus âgée que plus jeune. Donc ça pose un certain nombre de difficultés d'équité d'accès aux soins, et notamment aux soins en santé mentale. La grande ville qui a un hôpital psychiatrique le plus important, c'est évidemment La Rochelle. Donc on est dans le médico-social et c'est bien que Guillaume ait parlé du sanitaire, comme ça on est dans les deux versants. Une spécificité française qui est un petit peu très critiquable, dans le sens où à partir du moment où on a installé le fait que tout le monde ne va pas rester à l'hôpital, bah, il faut bien qu'il y ait quand même une continuité des soins en santé mentale. Je travaille plus précisément dans un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, ce qu'on appelle traditionnellement un SAMSA, depuis 8 ans à plein temps. C'est relativement rare dans le sens où beaucoup de pères aidants en santé mentale ne tiennent pas à plein temps. Pourquoi? Parce que, pour revenir très rapidement sur ce qu'est un père aidant, c'est un patient qui est toujours en soins. Et en santé mentale, c'est plus spécifiquement en rétablissement. On va dire qu'il est rétabli et qui a décidé de mettre les compétences qu'il a pu acquérir pendant son parcours de rétablissement au service de ceux qui n'en sont pas encore à ce point-là. Autrement dit, je suis à la fois euh, à la charnière entre les soignants et les soignés. Je suis parfois père aidant, souvent, ça c'est mon métier, et parfois père aidé parce qu'on apprend tous toujours des uns des autres. Voilà. J'ai fait moi-même une dépression réactionnelle sévère qui a mis beaucoup de temps à se dissiper et j'avais auparavant une autre vie, un autre métier. J'étais ingénieur pédagogique. J'ai pas repris parce que j'étais surtout directeur d'un organisme de formation et que ma capacité à prendre des décisions qui parfois sont difficiles a fortement diminué avec la dépression. Il y a une espèce d'hypersensibilité maintenant qui reste, qui fait que je suis moins à l'aise pour ce genre de choses. Ceci étant, je n'avais pas prévu que je rencontrerais des publics qui, eux aussi, me confrontent à des difficultés auxquelles parfois il est difficile de faire face. Euh, Guillaume a parlé de la définition de l'OMS de la santé. La définition de l'OMS de la santé, effectivement, elle dit que l'on est en bonne santé avec les trois facteurs qui ont été présentés, physique, social et mental. Donc, autrement dit, il n'y a pas grand monde qui est en bonne santé parce qu'il y a au moins toujours un de ces trois facteurs-là qui ne va pas, quoi. En ce moment, je pense que le côté social n'est pas forcément le plus confortable pour tout le monde. L'OMS a aussi donné une définition de la santé mentale et elle dit la chose suivante, elle dit que c'est l'état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'apporter une contribution à la communauté. Ça, c'est la définition que l'OMS donne pour la santé mentale, spécifiquement. Et on voit que cette définition-là, elle sous-tend que la personne soit dans une santé somatique, on va dire, correcte, mais surtout qu'elle participe à la vie citoyenne, à la vie de la cité. Et c'est là où on va avoir un travail intéressant à faire avec les personnes que l'on peut accompagner dans des services tels que les SAMSA, les SAVS ou d'autres types de structures
parfois qui relèvent du secteur public, très souvent qui relèvent du secteur privé dans le médico-social. Euh, Ce que je voudrais, c'est à la fois témoigner de deux ou trois petites choses, maintenant que j'ai à peu près posé le cadre, et puis et surtout vous permettre de poser des questions. Mais je voudrais qu'il y ait trois éléments supplémentaires dans lesquels vous irez chercher, grâce à Internet et autres ressources, qui vous permettront de mieux comprendre ce que l'on fait. D'abord, le rétablissement en santé mentale, ce n'est pas synonyme de guérison. Si vous vous cassez une jambe au sport d'hiver et que vous vous mettez un plâtre, on va vous souhaiter un bon rétablissement. Il y a de grandes chances que, à part quelques années plus tard éventuellement, votre jambe fonctionne correctement une fois que tout sera fait, y compris la rééducation éventuelle. Le rétablissement, c'est un processus qui commence, mais qui ne s'arrête que quand vous vous arrêtez en santé mentale. Pour le rétablissement, je vous envoie du côté de deux personnes, au moins une, Patricia Digan, qui, outre-Atlantique, est à la fois une personne qui souffre de schizophrénie, mais qui est aussi quelqu'un de très influent sur la réflexion et le travail sur l'intégration sociale des personnes en cours de rétablissement. Les personnes qui peuvent souffrir d'une schizophrénie, d'une bipolarité, de troubles dissociatifs de l'identité, bah, elles existent. Et ce n'est pas uniquement les médicaments qui vont poser la solution. Ensuite, il y a une autre personne qui est importante. Vous avez vu que dans la définition de l'OMS concernant la santé mentale, elle parlait de vie, de travailler, de produire, d'apporter une contribution à la communauté. Et donc ça sous-entend d'être capable de prendre des décisions, de faire preuve d'autodétermination, de juger ses propres décisions, non pas à l'aune du filtre de sa maladie, mais du feedback qu'on peut avoir par rapport à la société, par rapport aux acteurs auxquels on a eu affaire. Je vous conseille d'aller du côté de Yann Lebossé, qui est un psychologue notamment qui travaille à Yale, avec qui je donne de temps en temps des cours en visioconférence à l'Université de Montréal, et qui a développé le concept de développement du pouvoir d'agir, ce qu'on appelle parfois encore l'empowerment. On a une très belle langue française, et il y a une petite nuance, c'est que l'empowerment a aussi une connotation entrepreneuriale, puisqu'il s'agit de délégation de pouvoir, alors que le développement de son propre pouvoir d'agir, c'est un petit peu différent. C'est la capacité que la personne va posséder à prendre elle pour elle et que donc elle peut le faire. C'est pas une prescription qu'on lui donne en lui disant c'est bien pour vous, c'est elle qui s'auto-prescrit quelque part. Et donc vous trouverez sur YouTube quelques interviews qui ont été faites par l'UNAFAM et par d'autres structures de Yann qui sont très claires là-dessus. Sur le fait que bah, le développement du pouvoir d'agir, c'est la capacité d'une personne ou d'un groupe à comprendre, choisir et agir ce qui influence sa propre vie. Donc c'est le deuxième élément sur lequel moi j'interviens en tant que père aidant en santé mentale, le premier donc étant le rétablissement, le développement du pouvoir d'agir. Et ensuite, Guillaume l'a un petit peu tracé en fil rouge de son explication, euh, il y a le parcours expérientiel, c'est-à-dire finalement la vie que chacun peut parcourir de la prise de conscience d'une pathologie quand elle est tardive jusqu'à aujourd'hui où la vie continue, la pathologie est toujours là, elle est moins active, il y a moins de crises, elle est mieux contrôlée, on la connaît mieux, mais elle est toujours susceptible de vous rendre la vie impossible. Le parcours expérientiel, c'est quelque chose de très important. On en a tous un, et ce n'est pas un film dans lequel on peut couper pour refaire des montages comme ce serait le cas au cinéma. Encore qu'avec le numérique maintenant, les montages, ça n'a plus besoin de couper, hein, on fait ça plus facilement. En tout cas, on ne peut pas effacer ce qu'on a vécu. Et on est tous les fruits de nos vécus, y compris le temps qu'on passe là en ce moment. Tous, on est une vingtaine en visio, bah, fait partie d'un moment de notre expérience qui sera plus ou moins marquante et sur laquelle on va pouvoir avoir des réflexions après coup, quoi. Donc voilà, si vous avez bien positionné les trois éléments, ça vous permet d'avoir une vision plus globale de ce sur quoi un service comme celui dans lequel je travaille, et plus particulièrement un père aidant en santé mentale peut intervenir. Il va se baser sur son propre parcours de rétablissement,
Il va se baser sur des outils qu'il a pu apprendre en formation. Il va se baser sur le développement du pouvoir d'agir, le sien, mais aussi celui que les personnes qui l'accompagnent vont pouvoir mettre un petit peu en valeur. Des fois, c'est pas évident, hein. Les gens ne sont pas habitués à ce qu'on leur dise, voilà, quel est votre projet? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc ça rend parfois les choses difficiles. Et il va essayer de créer le lien entre euh, les différents acteurs pour que l'univers dans lequel évoluent les personnes qui ont problème de santé mentale puisse se repérer entre l'administration, entre la santé, entre tout ce qui fait finalement la vie du citoyen dans la cité. Dernière petite chose, on n'est pas très en avance en France avec les pères aidants en santé mentale. Il y a eu une première tentative qui a été faite en 2012 sous la direction de toujours l'OMS, le centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé en France, qui est à Lille, sous la direction du professeur ou docteur Jean-Luc Roland, qui est un psychiatre maintenant à la retraite, mais qui a connu une période asilaire et plus fermée. Donc c'était tout à fait remarquable qu'ils se disent que des patients peuvent intervenir dans la guérison d'autres patients. Ça n'a d'ailleurs pas été un franc succès au départ. Beaucoup de- d'infirmiers et de médecins disaient, bah non, s'il n'est pas rétabli, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il va aider d'autres à se rétablir? C'est contre-productif, c'est contre-intuitif. Bon, comme ça n'a pas été très couronné de succès en 2012, l'expérimentation s'est arrêtée là, puis elle a repris en 2018, toujours avec le professeur ou docteur Jean-Luc Roland. Mais cette fois-ci, on est passé d'un diplôme universitaire, qui était le cas en 2012, à une licence en sciences sanitaires et sociales, en se disant que ça permettrait au moins de mettre les pères aidants en santé mentale au même niveau que les infirmiers et infirmières, c'est-à-dire un niveau bac+3, ce qui permettrait notamment dans la fonction publique hospitalière de les classifier au moins dans une catégorie qui existe, même s'il n'existe pas d'intitulé comme ça. Moi, je suis dans le privé, je suis sur la CCN 51. Sur cette CCN-là, je suis gestionnaire de cas, puisqu'on ne peut pas inventer un métier qui n'existe pas sur la convention collective, mais au moins je suis classé à peu près au même niveau. Donc ça, c'est juste pour la partie pratique. Alors plus concrètement, comment j'interviens? En tant que référent de parcours, c'est-à-dire que les personnes que j'accompagne sont des personnes qui ont un interlocuteur privilégié, c'est moi. Cet interlocuteur va être régulièrement en contact avec elle par les différents moyens qu'on peut imaginer, que ce soit le téléphone, le SMS ou des rencontres, des participations à des ateliers collectifs, des groupes de parole. On peut imaginer toute forme de façon de faire. Ces personnes-là doivent, pour rentrer sur un SAMSA, là c'est pas spécifique au nôtre, c'est la législation qui prévoit ça, d'une part être adressées par la maison départementale des personnes handicapées, qui vont reconnaître le besoin, ou en tout cas le bien fondé de leur demande, et également faire le choix elles-mêmes de la structure. Quand il n'y en a pas beaucoup, ce qui est le cas en milieu rural, une plateforme comme la nôtre qui est identifiée santé mentale, il y en a très peu en Charente-Maritime. Donc souvent, c'est nous qui recevons les personnes et on risque d'avoir des files d'attente un peu longues. L'entrée en SAMSA à proprement parler se fait après un entretien et surtout sur un projet. Un projet d'accompagnement. Autrement dit, vous venez nous voir en espérant qu'on va pouvoir vous apporter quelque chose. Et vous savez, en principe, dire ce que vous attendez de nous. Et ça, c'est déjà la première difficulté. Je vous mets au défi, même vous toutes et tous, de dire, voilà, je veux cette aide pour telle raison, surtout si cette aide touche aux personnes qui ont des problèmes à formuler des demandes, qui ont toujours été encadrées et qui ont d'un seul coup, face à eux, quelqu'un a dit, dites-moi, je vais vous aider. Et déjà, le père aidant est important à ce moment-là, puisqu'il va permettre de reformuler, de mettre des hypothèses en place et de donner un début de projet. Ce qui est important, c'est pas finalement d'atteindre le projet qui a été prononcé et qui va être contractualisé par un document individuel de prise en charge. C'est surtout qu'il y ait quelque chose qui motive, qui sert un petit peu l'accompagnement. En vérité, c'est le chemin qui est important, le cheminement qui va être fait. Et donc après, on commence à travailler avec la personne. Et on commence à travailler avec la personne sur toutes les dimensions qui ont été précédemment présentées, c'est-à-dire la dimension sociale, avec tout ce que s'entend, la dimension médicale et la dimension sociétale également, c'est-à-dire
Les pères aidants sont des gens qui, a priori, ne portent pas la maladie sur eux, pas plus que ceux qui ne sont pas pères aidants. Sauf que nous, on a travaillé sur cet aspect-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... Si vous me voyez, je pense que si je ne vous avais pas dit qui j'étais, vous n'auriez pas forcément deviné qu'il y a une maladie que je continue à soigner, qui est chronique et qui est suivie par un psychiatre. On ne porte pas sur soi inscrit cette maladie. Pas plus qu'on ne porte ces fameuses maladies invisibles que peuvent être d'autres types de maladies. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire le lien de façon beaucoup plus facile entre la société, la stigmatisation, les préjugés et les personnes qui, elles, se font souffrance de souffrir de ces états-là, quoi. Donc, d'expliquer ou de ne pas expliquer, de formuler, de reformuler, et surtout d'amener à vivre avec la maladie, mais de ne pas être une maladie. Alors, il y a des tas d'exemples comme ça. Je peux prendre l'exemple d'une jeune femme que j'accompagne en ce moment qui souffre de troubles dissociatifs de l'identité. Alors, les TDI, c'est un vrai casse-tête parce qu'elle a en gros plusieurs personnalités en elle. C'est pas du dédoublement parce qu'elle en a une quinzaine en elle. Alors, actuellement, on en a dénombré une quinzaine. Elle suit une thérapie qu'on appelle EMDR. Ça, c'est pour la partie de la gestion de ces traumatismes qui ont provoqué ce trouble dissociatif. Mais elle est très mal parce qu'elle est en couple, elle a emménagé avec ce jeune homme et elle a peur de tout. Elle a été violée dans son enfance, donc ça pose quelques sérieux problèmes quand même lorsqu'on est en couple. Et bon, moi, j'ai pas été violé comme pendant mon enfance, j'ai pas 26 ans, je ne suis pas une femme, mais elle ne peut pas parler de ces informations-là, même à son psychiatre, même au psychiatre de notre service. Elle n'arrive à le faire qu'avec moi. Donc, et depuis 4 ans, elle a pris une autonomie, elle a pris un désir de communiquer sur les TDI, elle participe aux semaines d'information sur la santé mentale parce qu'elle veut témoigner, elle veut démontrer qu'on peut vivre avec des TDI. Alors, je vous fais ça en raccourci, hein, parce que j'ai un temps relativement bref, mais vous imaginez la différence entre il y a 4 ans où elle ne parlait pas, elle n'osait pas parler à qui que ce soit, et aujourd'hui où elle est à part entière membre du collectif Rochelet qui organise les semaines d'information sur la santé mentale, où on a conçu ensemble un jeu sur le rétablissement et où elle souhaite témoigner, y compris en vidéo. Je pourrais parler d'une autre situation, celle d'un monsieur qui avait 47 ans, 48 ans. Non, il est sorti maintenant de notre service, mais ce monsieur avait fait de la prison pour avoir agressé son petit frère et avait représenté de grosses difficultés d'insertion sociale. Je ne parle même pas d'insertion professionnelle, bien que le projet qu'il ait lui-même proposé de suivre ensemble, c'était à la fois avoir son propre appartement et avoir un emploi. Bon, il n'a jamais travaillé, il n'a pas de diplôme, il est assez difficile à enseigner. Il a du mal à se concentrer. Vous noterez que volontairement, à part le TDI, j'essaie d'être assez flou sur les pathologies, d'une part parce que je ne suis pas psychiatre, et d'autre part parce que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les personnes, ce n'est pas forcément la maladie. C'est ce qu'il y a de plus efficace pour pouvoir se concentrer sur elle et ne pas se concentrer sur les symptômes que l'on reconnaîtrait d'une maladie quelconque, combien même j'aurais connaissance de cette maladie. Donc ce monsieur, pour y revenir, on est resté ensemble 3 ans, 3 ans et demi. Je vois pas le temps qui passe, moi, avec les personnes que j'accompagne. Euh, il était considéré comme insupportable par quasiment tout le monde, quoi. On a commencé à le faire accompagner par une éducatrice spécialisée qui disait on n'y arrivera pas. Il ne répondait pas au téléphone, il n'ouvrait pas la porte pour les rendez-vous, il vivait avec sa mère, consommait énormément cannabis, alcool, etc., etc. Euh, bon, on a arrêté le service parce qu'il a rompu le contrat et que ça reste quand même important de respecter les contrats. Ça fait partie de la socialisation. Si vous vous engagez, vous tenez vos engagements, quelle que soit la raison pour laquelle vous vous soyez engagé, quel que soit l'engagement. Mais on a beaucoup progressé sur la capacité à se regarder lui-même et à s'exprimer et à parler de soi aux autres, autrement que la tête baissée et des borborigmes ou des toutes petites syllabes très très brèves. On a rapproché le soin médical de son domicile. On a fait des expérimentations
sur des résidences hôtelières, et il n'en manque pas sur La Rochelle, pour qu'ils puissent vivre seuls et faire la cuisine, le ménage, etc., etc. C'est-à-dire apprendre un peu ce que ça pourrait vouloir dire que de vivre seul. Il ne souhaitait pas vivre en résidence accueil ou en foyer, donc on n'a pas insisté plus que ça. Et vers la fin, il a gâché trois ESAT, trois contrats successifs pour des raisons qui sont un petit peu fallacieuses. Donc, c'est là où la rupture de contrat est intervenue. Mais on voit que dans les deux cas que je viens de citer, un homme, une femme, plus jeune, moins jeune, on a des gens qui sont surtout considérés comme des personnes, pas comme des malades, qui ont un tiers qui est une personne qui, elle aussi, sait ce que c'est que de prendre des médicaments, que d'être considéré comme un patient, que d'être une personne parfois défaillante sur ses engagements, sur sa mémoire, sur sa capacité à vouloir faire les choses. Et ça facilite énormément. Le dernier dont je peux parler, parce qu'il est entré très récemment, c'est un monsieur, on ne sait pas encore s'il va rester sur notre service, parce qu'il y a une période où il faut élaborer ce fameux projet d'accompagnement. On ne le dit pas du jour au lendemain, hein. C'est pas je viens vous voir, dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse ensemble. Non, il faut quand même leur laisser un peu le temps à réfléchir, surtout que c'est quand même important. Ce monsieur a 56 ans. Il est issu de l'aide sociale à l'enfance. Alors, il a été tantôt dans des familles d'accueil, tantôt il revenait dans sa famille, mais où il était rejeté. Donc, ça a laissé quelques traumatismes importants. Il a une vision de la société qui est excessivement négative. Rien ne trouve grâce à ses yeux. Et donc, ça, c'est problématique. Et pour l'instant, il est totalement déboussolé par le fait que tout à coup, on lui demande son avis pour s'occuper de lui. Et que il était habitué à ce que on lui dise ce qu'il fallait faire, et là, je lui demande ce qu'il souhaite faire. Il est capable de s'investir dans plein de choses absolument impensables. Il est passionné par les Apaches, par la Révolution française. Bon, évidemment, un peu d'anarchie parce que ça colle bien à sa façon de penser les choses. Mais il est capable d'avoir cette mémorisation. Le seul problème, c'est qu'il a un problème de référentiel. Le seul référentiel qu'il possède, le référentiel de son éducation, qui a été plus que défaillante. Et donc, faire quelque chose qui lui ferait du bien ou qui lui ferait plaisir, ça veut dire accepter qu'il est capable de se faire du bien ou de demander et d'apprécier quelque chose de positif pour lui. On s'éloigne bien dans tout cela de la définition froide mais nécessaire de l'OMS parce que on voit bien que chacun est unique, que chacun, au-delà de sa pathologie, possède des ressources et on a des tas d'outils pour le développement du pouvoir d'agir, notamment on va faire émerger les forces de chacun et de chacune. Euh, Souvent, quand les gens se présentent, ils se présentent par leur faiblesse, mais ils ne se présentent pas par leur force. Je vois que Gilles a levé la main. C'était pas urgent, c'était urgent, mais c'était. Merci pour votre témoignage. Je voulais vous demander, vous disiez que qu'en France, il y avait un retard sur le recours à des pères aidants dans le système de santé. Selon vous, quelles sont les raisons de ce retard et qu'est-ce qui permettrait le développement du recours des pères aidants sur le système de santé? Et En j'ai une santé autre mentale, hein. question. Mhm. C'est donc vous avez évoqué ces situations et en quoi, bah, en tant que père aidant, vous avez cette capacité à entrer en contact, à humaniser le rapport avec ces personnes-là. Et est-ce que également sur la prévention de la décompensation de la crise, ça a un impact également euh, à ce niveau-là? D'accord, trois questions pour une. Ok, je vais essayer. Tant qu'on y est, est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme ça, je peux faire le total. Pas pour l'instant. Bon, je vais essayer de répondre à Gilles. Alors, pourquoi, selon moi, il y a un retard en France? Euh, je pense que c'est dû à notre système de santé, en fait. On a un système très vertical. Si on prend nos cousins québécois, on a un système communautaire, un système politique même, et communautaire. Donc ça transforme un petit peu les choses. D'un côté, nous, on fait en sorte que les choses émanent d'un ministère et de toutes les instances qui sont des instances dépendantes de ces ministères, jusqu'aux agences régionales de santé. Et de l'autre côté, on a différents secteurs qui se complètent et même dans toute la société, hein. Moi, j'ai par visio enseigné à des policiers de Montréal.
les notions de rétablissement, ça leur posait pas de problème qu'un père aidant français mette les pieds dans la communauté de la police et puis discute avec. Mais c'est vraiment lié à l'histoire du pays aussi. Ce sont des pays où on a progressivement traversé l'Atlantique pour aller coloniser et s'installer par petits groupes qui étaient autonomes. Et donc ces communautés se sont élargies et elles ont pris chacune de l'ampleur. Donc la principale raison pour moi, c'est d'abord le fait qu'on a un système qui est un peu plus lourd à faire évoluer. La deuxième, c'est que la psychiatrie en France, elle a fait sa propre révolution et elle l'a fait de façon un petit peu progressive. La dernière, probablement, et qui ne s'appelle pas une révolution, en tout cas on ne l'entend pas appeler comme ça, c'est justement celle-ci. C'est celle de se dire que des patients peuvent venir en santé mentale, euh, accompagner des soignants pour le rétablissement des personnes. La cause intermédiaire étant que économiquement, il est plus simple d'avoir moins de lits dans un hôpital psychiatrique et de les réserver à des situations de crise, et donc de faire en sorte que les gens soient en ambulatoire, que de les conserver à l'hôpital si on peut trouver des solutions intermédiaires. Donc je pense que la conjonction de tout ça, le type de fonctionnement ou de gouvernement de la santé en France, euh, la conception même de la santé mentale notamment, qui est l'affaire de spécialistes. Les psychiatres, de toute façon, possèdent des compétences que aucun autre ne possède, mais ce n'est pas spécifique à eux comme spécialistes. Seulement, la santé mentale, ça a été quelque chose qui a pris du retard par rapport à ça. Et puis, le fait que, pour des raisons économiques, on se dit que les pères aidants, c'est pas si mal que ça. Après, on voit que les médiateurs de santé père, dont je fais partie, sont un marqueur intéressant parce que c'est une volonté de créer une profession, de créer des pères aidants professionnels. Mais puisque Cécile l'a présenté tout à l'heure, il y a beaucoup de bénévoles qui se retrouvent face à ce type de public et ils ne sont pas tous titulaires d'un diplôme de médiateur de santé père. Et pour autant, c'est le même public avec les mêmes problèmes et il faut arriver à faire avec. Et donc, quand on parlait de retard, euh, il ne faut pas imaginer que le retard il est lié dans la pérédance elle-même en santé mentale, mais dans la reconnaissance d'un métier de père aidant. Et là, ça monte assez vite. Il n'y a que deux lieux où on délivre des diplômes de médiateur de santé père en France, c'est l'université de Bobigny et l'université de Bordeaux. En revanche, il y a énormément de diplômes universitaires. Alors évidemment, ce n'est pas le même niveau, donc on retombe dans les problèmes de classification professionnelle. Mais il y a une bonne quinzaine, une bonne vingtaine de DU en France qui permettent à des gens d'acquérir le minimum de compétences pour le faire. Et je ne parle pas de toutes les associations qui existent à travers tout le territoire et qui œuvrent dans le cadre du rétablissement avec des pères aidants en santé mentale qui n'ont de nom que celui que je vais leur donner, mais qui sont de vrais pères aidants, quoi. Il y a en plus, la loi ayant établi ces paramètres-là, il y a également des groupes d'entraide mutuelle qui existent, des GEM, et qui sont des lieux où la père aidance s'exerce entre pairs, sans forcément être professionnellement des pères aidants. Donc on voit que on démarre un peu tard, c'est très français d'ailleurs comme façon de procéder, mais on commence à bien étoffer le paysage de la père aidance. Je Ensuite, vais me permettre d'intervenir sur cette question-là. oui. En fait, c'est pas tellement qu'on démarre en retard, c'est plutôt que la psychiatrie a perdu une pratique qu'elle avait jusqu'au début des années 50. C'est-à-dire que jusqu'au début des années 50, en psychiatrie, il y avait quasiment aucun médicament. Mhm. Les neuroleptiques, les antidépresseurs, les anxiolytiques, tout ça, ça n'existait pas. C'est vraiment entre 1950 et 1960 que les médicaments ont été découverts et ont pu être utilisés en clinique. Ce qui veut dire qu'avant 1950, ce qui se passait dans les hôpitaux psychiatriques, c'est que c'était pas du tout les mêmes hôpitaux qu'aujourd'hui. La grande majorité des hôpitaux psychiatriques, c'était des grosses structures qui sont été à la campagne. C'était des structures dans lesquelles très souvent il y avait des fermes. Pour quiconque connaît l'hôpital psychiatrique de Villévrard, il y a le centre de l'hôpital psychiatrique de ferme. C'est une ferme qui est classée monument historique. À Armentières, à Lille, il y a des brasseries. Ils faisaient de la bière. Dans le sud, dans l'eau, j'ai oublié le nom, donc il y avait du vin. C'est-à-dire qu'il y avait toute une conception du traitement psychologique héritier de la Révolution française, qui était le traitement moral, ce qu'on a appelé le traitement moral de la folie, grâce à Pinel, Esquirol et tous ces gens-là. Ce traitement moral au sens de l'époque, c'était le traitement psychologique. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que les psychiatres à l'époque, donc les seuls outils qu'ils avaient, c'était aussi beaucoup de psychiatres étaient également psychanalystes. Quand moi j'ai commencé, les professeurs que j'avais à la retraite, 90% des professeurs que j'ai eus étaient psychiatres également psychanalystes.
Aujourd'hui, c'est l'inverse, hein. Genre 90% des psychiatres ne connaissent rien et ne veulent pas connaître la psychanalyse. Tout ça parce que c'est largement lié au fait que des médicaments qui ont un intérêt majeur ont été découverts, bon, mais avec aussi les limites qu'ils peuvent avoir, hein. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que d'une part, l'apparition de ces médicaments-là, d'autre part, comme on l'avait dit aussi un petit peu les raisons économiques, ont fait que les psychiatres se sont recentrés sur leur cœur de métier, mais sur leur nouveau cœur de métier qui est essentiellement lié à la question du diagnostic et de la prescription des médicaments. Le cœur de métier du psychiatre avant 1950, pour le coup, c'était la prise en charge globale, effectivement, du patient avec toutes les activités thérapeutiques qui pouvaient exister. Euh, L'agriculture, là encore, mais il y a des tas d'autres choses. Il y a, pour quiconque connaît le centre près de Arles, là où était hospitalisé Van Gogh, aujourd'hui, il y a un centre d'art brut où il y a des centres, des activités thérapeutiques de peinture, évidemment, avec comment dire, tout l'historique de Van Gogh. Mais toute cette dynamique-là, pour des raisons qu'il y a des médicaments qui ont été découverts qui sont efficaces et que d'autre part, il y a des raisons économiques qui ont imposé le fait qu'on change différent, bah, pour le coup, toute cette question de la paire aidance, ça ne portait pas le nom à l'époque, mais il y avait des choses qui étaient de cet ordre-là, ça a été complètement sorti de la pratique médicale. Donc là, c'est plutôt une espèce de redécouverte d'une pratique qui malheureusement a été mise sous le tapis pendant de nombreuses décennies. Mais ça revient quand même. Oui, ça Alors, c'est revient. un Et petit peu puis, parce que ça veut dire quand même qu'effectivement, la pérédance a été un peu oubliée par la psychiatrie, mais elle n'est pas contre. Mais le temps que les habitudes changent, ça prend un petit peu de temps quand même. ouais, ouais, je suis d'accord. On a, on a effectivement une évolution fondamentale, comme vient de le dire Guillaume, qui est liée à l'apparition des psychotropes, enfin des produits qui viennent aussi décharger de la présence physique. Il y a une représentation sociale aussi qui a changé. Il y a eu la fameuse psychothérapie institutionnelle, la rupture avec Toscaïès notamment, qui justement a encouragé tout ce travail sur le vivre dans la société ou dans une petite société, de ne pas vivre dans un lieu fermé. Et on a encore évidemment de toute façon des pathologies qui résistent à, à cette vision ambulatoire des choses. Mais effectivement, elle est passée par des étapes très différentes des pays anglo-saxons, d'une façon générale. Même de l'autre côté de la Manche, l'histoire a été différente, même si les asiles n'étaient pas plus agréables, c'est le moins qu'on puisse dire, sachant qu'ils recevaient à peu près n'importe qui. Alors, est-ce que le père aidant est en lien avec les soignants de la personne accompagnée? Oui, je réponds aussi à cette question-là. Comme il est médiateur, en tout cas moi je suis médiateur, et le mot médiateur veut bien dire que je fais le lien entre toutes celles et tous ceux qui ont un lien avec la personne accompagnée. Au centre de l'accompagnement, j'ai la personne et j'essaye de coordonner l'ensemble. Alors ça va être des soins somatiques, ça peut être des soins liés à des problèmes de dents, à des problèmes de vue, ça peut être même des soins gynécologiques, ça peut être des choses comme ça. Ça va être le lien avec le médecin psychiatre si la personne en est d'accord et si le psychiatre l'est aussi. Dans le cas où ce n'est pas le cas, dans cette situation-là, le service possède son propre médecin psychiatre et par le biais du médecin psychiatre avec qui je travaille, qui est donc mon collègue ou ma collègue, je peux rentrer en contact avec le médecin psychiatre de la personne accompagnée. Et puis, il y a tous les autres professionnels de santé, s'il y a des médicaments qui doivent être chaque jour apportés parce qu'ils doivent être pris et qu'on doit s'assurer qu'ils soient pris. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de préparer un pilulier, mais qu'il s'agit de s'assurer que la personne prenne bien ses traitements. Eh bien là aussi, je vais m'assurer que ce soit fait en mettant en place des choses comme ça. Et là, on s'éloigne un petit peu des professionnels de santé, mais on a les prestations complémentaires du handicap qu'on peut mettre en place pour certains types de personnes et qui peuvent prévoir des choses liées à la santé, puisqu'elles ont été ouvertes assez récemment à la santé mentale, les PCH, ce qui n'était pas le cas il y a encore très peu de temps. Je vous renvoie à la- aux textes qui ont été publiés récemment et bon, ça permet de faire avancer les choses, quoi.
Mais on voit Je bien rajoute, entre Guillaume qui renvoie et de façon tout à fait juste l'évolution médicale avec les médicaments, avec la chimie, et avec d'un côté moi qui renvoie plus à la personne dans la société, on voit bien cette complémentarité de fait entre le sanitaire, le soin, on va dire le soin pur et dur, et une autre forme de soin qui est un soin plus social, plus sociétal même, puisque plus on aura de personnes qui seront identifiées, qui s'autoriseront à vivre avec leur maladie sans culpabiliser, et mieux ce sera, quoi, en fait. alors, j'aimerais rajouter une petite chose sur ce que dit Eric, parce que je partage globalement tout ce que Eric dit, hein. Cette notion de complémentarité, c'est absolument indispensable. Euh, Eric disait une chose très très juste, c'est que le père aidant, quel lien peut-il avoir avec le psychiatre? Euh, Aujourd'hui, on peut le déplorer, on s'en réjouir. Au centre du travail du médecin, psychiatre ou pas psychiatre, il y a la notion du secret médical. Cette notion du secret médical, qui, moi, donc, qui fait les études de médecine, c'est quelque chose qui, dès le premier jour, où avant même qu'on soit inscrit, enfin, quand on passe la porte de l'hôpital, la première chose qu'on apprend au jeune bachelier qui sort du bac et qui va faire la médecine, la première chose qu'on lui apprend, c'est le secret médical. On ne trahit pas le secret du patient. Ce que le patient vous dit, c'est entre vous et lui, on ne peut pas dire à d'autres personnes, c'est un secret, on ne trahit pas le secret du patient. Donc, d'un point de vue légal, il y a aussi, comment dire, il y a des directives du Conseil de l'ordre. Il y a également, dans le Code de santé publique, il y a des lois qui font que le partager des informations médicales, c'est très, très, très réglementé, très spécifique, hein. La loi de 2002, la fameuse loi Kouchner, donc, a permis un petit peu de faciliter les choses, mais ça reste très, très compliqué. Il faut que la personne, comme le dirait, qu'il faut que le patient concerné demande à l'administration de l'hôpital, et non pas à son médecin, demander à l'administration de l'hôpital, que l'administration de l'hôpital dise au médecin traitant donner les informations au patient, et le patient ensuite pourra donner ces informations à qui il voudra. Bon. Donc aujourd'hui, l'un des écueils qui n'est pas négligé, même s'il n'est pas majeur, mais il n'est pas négligé, c'est cette question juridique. Là où je pense que c'est important effectivement d'avoir pour le coup un côté un petit peu militant dans tout ça, c'est que pour la pédopsychiatrie, pour la médecine des enfants, surtout en pédopsychiatrie, c'est tout à fait différent. Euh, Eric a parlé donc de ce patient pris en charge qui a vécu à l'aide sociale à l'enfance. Bon, moi, j'ai passé 20 ans en pédopsychiatrie à travailler avec l'aide sociale à l'enfance, la PJJ, etc. Bon. Depuis 2007, il y a une loi dans le cadre de la protection de l'enfance qui a été créée parce qu'on s'était rendu compte qu'effectivement, quand chaque professionnel, le professionnel de l'éducation nationale avait le secret de l'éducation nationale, celui de l'aide sociale à l'enfance avait le secret de l'aide sociale à l'enfance, le médical avait le secret médical, etc., on n'arrivait à rien, hein. Quand chacun se retranchait derrière son secret professionnel, on n'arrivait à rien. Donc a été créé un concept juridique qui est assez intéressant sur le plan un petit peu de la créativité juridique et la créativité sémantique. La loi de 2007, pour la protection de l'enfance, mais qui inclut aussi les médecins, a inventé la notion du partage d'informations à caractère secret. C'est-à-dire que si c'est un secret, on ne peut pas le partager, sinon c'est plus un secret. Mais une information à caractère secret, on peut la partager. Et donc, en pédopsychiatrie, moi, j'ai participé à énormément de réunions d'équipe dans des écoles, dans des primaires, maternelles, etc., où il y avait autour de la table les parents, les enseignants, le maître G, le maître H, la directrice, la psychologue, l'infirmière, etc. Et parce qu'il y avait ce cadre juridique, moi, j'étais légalement autorisé à donner des informations sur l'état de santé de l'enfant de manière à mieux le prendre en charge. Et ça marche très bien. Moi, je reste persuadé que ce qu'il faut pour justement favoriser le développement des péridants, favoriser cette pratique, il ne suffit pas uniquement qu'il y ait des gens qui soient formés pour le faire. Bien sûr qu'il en faut, mais là, le savoir comment c'est connu. La question maintenant aussi, c'est le cadre juridique dans lequel ça peut être fait. Et moi, je reste persuadé que ce cadre juridique, la loi de 2007 pour les enfants, dans le cadre de la protection de l'enfance, de l'information à caractère secret, je pense qu'il y a incontestablement, il y a des choses qu'on peut adapter à la question de la santé mentale pour justement tous les gens qui interviennent qui ne sont pas médecins, comme justement, par exemple, donc les pères aidants et autres personnes. Alors on avance un petit peu puisque dans le cadre de la reconnaissance de certains métiers qui s'approchent de ça, on a récemment le répertoire opérationnel des métiers et emploi qui vient de éditer une fiche sur les médiateurs de santé. Alors, qui ne sont pas les médiateurs de santé pairs. Donc, tous les pères aidants se sont jetés dessus en disant, ça y est, on est reconnu. Non, c'est les médiateurs de santé, c'est un métier qui existe, mais qui n'avait pas encore de fiche référentielle. Et on va s'approcher tranquillement.
Pour vous donner une idée, les médiateurs de santé pair, c'est-à-dire ceux qui sont titulaires des diplômes dont j'ai parlé, on est malheureusement depuis à peu près depuis 2012, on est 250 environ en France. Donc c'est vraiment très très peu. Par contre, les titulaires des différents diplômes universitaires, qui sont des pairs aidants en santé mentale, mais qui ne sont pas des médiateurs de santé pair, sont beaucoup plus nombreux, et je ne décompte pas, parce que je n'ai aucun moyen de le faire, les patients experts qui sont associés dans les hôpitaux, par exemple, qui sont des pairs aidants, qui maîtrisent les choses, mais qui n'ont pas de diplôme particulier, sauf celui qui, à mon avis, est probablement le meilleur. Bon, bah, tant mieux pour toi, si tu aimes bien te faire voir, toi. Euh, à savoir d'avoir vécu et de pouvoir témoigner de leur expérience. Actuellement en France, les médiateurs de santé pair sont les pairs aidants en santé mentale qui sont formés au niveau le plus élevé, puisqu'ils sont aussi titulaires de la capacité à animer des séances d'éducation thérapeutique du patient. Et là, c'est intéressant parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, le choix a été fait de faire que les père aidant, qu'il soit médiateur santé père, titulaire d'un DU ou simplement père aidant ayant des compétences de ce type-là, soit présent dans la construction des séances d'éducation thérapeutique du patient, et notamment en santé mentale, pas seulement, mais notamment en santé mentale. C'est-à-dire que progressivement, on continue cette révolution qui fait rentrer des patients rétablis dans la relation avec les experts que sont les médecins et autres titulaires d'expertise reconnue, quoi. Et ça, c'est extrêmement important. Nous, on va travailler sur des outils, les autres vont travailler sur d'autres. L'objectif de l'OMS que Guillaume a rappelé dès son introduction reste vrai. Pour être en bonne santé, il faut que l'ensemble des trois paramètres soient réunis, euh, et parmi lesquels il y a le paramètre de la santé sociale. Donc que les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale ne soient pas uniquement vues à travers le filtre, le prisme de leurs problèmes de santé mentale, mais également évidemment à travers leur capacité à exercer leurs droits de personnes sociales. Et c'est ça qui est important. Et les pères aidants vont être effectivement des acteurs très importants là-dedans. Je devrais rajouter que c'est quand même un métier difficile. Parce que quand vous réfléchissez un peu, vous avez des personnes qui sont toujours en cours de rétablissement, éventuellement qui prennent des psychotropes pour rester en bonne santé mentale, ou un tant soit peu, et qui vont se retrouver confrontés à des situations parfois extrêmement difficiles. Dans le service dans lequel je travaille, on a heureusement pas trop, mais un ou deux suicides par an qu'on n'a pas vu arriver. Il y a une dame au tout début que j'ai accompagnée qui avait une cinquantaine d'années. Elle m'invite à aller manger au McDonald's du coin, et puis elle va aux toilettes, elle revient, elle avait la main en sang. Elle avait préparé le fait de prendre des petits ciseaux de couturière pour découper les points, et elle s'était lardé la main de ces ciseaux-là, et elle avait amené aussi des gaz et du coton pour diminuer les effets. Le but était de dire, vous voyez, vous m'aimez pas assez, vous prenez pas assez de soin de moi. C'est quand même difficile de faire face à cette situation-là. Si vous n'êtes pas formé, ça ne l'est pas. C'est pas évident. Si vous êtes formé, ça ne l'est pas beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie à l'hôpital psychiatrique, on prend les urgences psychiatriques, on va aux urgences de l'hôpital général, d'abord soigner la main, et puis après on essaie de travailler justement, puisqu'on est père aidant en santé mentale. Dans ces cas-là, on a eu de longues discussions. Je rajouterais que la père aidance, ça sous-entend quand on l'a institutionnalisé, et je pense que le besoin serait le même avec les bénévoles, donc des non-professionnels qui ne sont pas forcément pas compétents, mais qui n'ont pas la reconnaissance professionnelle, d'avoir des personnes à qui parler des situations qu'on a rencontrées. Nous, on bénéficie des supervisions menées par une professionnelle externe à l'équipe, et je vous assure que c'est très important. Mais quand vous avez des associations qui réunissent des pères aidants, notamment en santé mentale, et qui doivent accompagner de façon étroite en ayant une relative euh, conscience des limites qui leur sont imposées, ou des limites qu'elles devraient s'imposer, et qui souffrent parfois en dehors de l'accompagnement de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles accompagnent, il faut absolument qu'elles trouvent quelqu'un à qui parler. C'est bien d'accompagner à condition d'être capable d'être accompagné soi-même et d'être suffisamment en forme pour le faire. Donc il y a tout un travail de tramage, de maillage des professionnels jusqu'aux non-professionnels pour que ça puisse fonctionner. Gilles, tu as une
question? Oui, alors, je voulais réagir à cette question de maillage parce que tout à l'heure, on parlait des bénévoles, par exemple, qui pouvaient être en situation d'accueillir des publics comme ça et qui se forment à la premier soin santé mentale. Mais il y a aussi un enjeu pour ces personnes-là de pouvoir aussi passer le relais, d'être des acteurs de repérage et de pouvoir passer le relais au système de santé. Et j'ai constaté il n'y a pas très longtemps pour un établissement qui travaille avec, qui a des maisons, des mecs que les liens avec la psychiatrie étaient ténus, alors que ils étaient face à des publics qui pouvaient présenter des risques suicidaires, enfin, etc. Et ça, je ne sais pas quelle est votre vision là-dessus et comment améliorer ces liens avec certes des soins de premier recours, mais comment travailler le lien avec le reste du système de santé mentale. La question des mecs, c'est la question des pédopsychiatries, c'est une vraie question et c'est un immense problème qui n'est absolument pas du tout résolu, hein. Bon, la première chose qu'il faut bien voir, c'est qu'à peu près en service public, la moitié des postes de pédopsychiatres à l'hôpital sont vacants, hein. C'est-à-dire qu'on manque de la moitié des postes, on manque la moitié des postes de pédopsychiatres. Et même s'ils étaient tous remplis, ils ne seraient pas complets. Ça ne veut pas dire que les jeunes médecins psychiatres se désintéressent de la pédopsychiatrie. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent plus travailler à l'hôpital. Parce que par contre, le nombre de pédopsychiatres dans l'exercice privé, il y en a un petit peu plus. Bon. Le problème, c'est que travailler avec une MEX, quand on est pédopsychiatre en libéral, ça demande énormément de temps, d'efforts, de disponibilité et pour des actes qui finalement sont très mal valorisés. Donc globalement, pour un pédopsychiatre, c'est moi, quand j'étais dans le partition hospitalier, je m'occupais d'une équipe mobile. Donc, mon travail, c'était justement d'aller dans les structures de l'aide sociale à l'enfant, donc dans les MEX, les foyers d'accueil, les foyers d'urgence et tout le reste, euh, faire une synthèse d'une heure dans le cadre du secret partagé. C'était extrêmement productif pour tout le monde, mais globalement, ça me demandait la demi-journée. Le temps d'y aller, rencontrer les gens, qu'on s'installe, qu'on discute, qu'on fasse tout le reste. Bon. Moi, je peux me le permettre parce que étant praticien hospitalier, j'avais un salaire, j'étais pas payé. Un pédopsychiatre en libéral ne pourra pas le faire. C'est pas tellement qu'il ne veut pas le faire, c'est que matériellement, il aura ni le temps ni la possibilité. Donc ça, c'est une chose qu'il faut vraiment garder en tête. Et puis la seconde chose, comme je le disais, c'est que pour des tas de raisons diverses et variées, il y a aussi un repli des médecins pédopsychiatres et des psychiatres adultes sur leur cœur de métier. Et le cœur de métier du psychiatre et du pédopsychiatre, c'est la question de la prise en charge des diagnostics, faire un bilan, proposer un diagnostic, de la prise en charge de poser un soin, une thérapeutique, de gérer les épisodes de crise. Mais tout le reste, malgré les définitions de l'OMS, les psychiatres, les pédopsychiatres, globalement, ne sont pas tellement formés à le faire. C'est pas, dans ce qu'on est enseigné, on nous enseigne le cœur de métier, le diagnostic, le soin, mais tout le reste, tout le côté social dont parlait Eric, tout le lien avec les partenaires, tout le reste, c'est quasiment pas enseigné. C'est enseigné ailleurs, mais c'est très peu, voire pas enseigné dans les facultés de médecine. Donc là, il y a un vrai travail à faire aussi avec, pas les médecins d'eux-mêmes qui sont plein de bonne volonté et voudraient le faire, mais avec toutes les structures qui tournent autour. Alors, Globalement, pour que les pouvoirs compléter, publics puissent changer les règles, changer les façons de faire, puissent changer la façon de faire les choses. compléter ce que dit Guillaume, il y a un certain nombre d'universités qui préparent des infirmiers en pratique avancée, voire des médecins, et qui maintenant commencent à faire intervenir des pères aidants justement en santé mentale dans le cursus. Alors, c'est minoritaire, hein, c'est une journée d'intervention et encore en deux demi-journées, et il y a bien plus à faire que ça. Mais moi, j'interviens notamment à Paris 13 de temps en temps. Je suis l'un des co-auteurs du diplôme universitaire de père aidant en santé mentale et de réhabilitation psychosociale. Donc on voit qu'on commence à avoir des sas qui s'en trouvent un petit peu. On ne pourra pas s'en sortir autrement de toute façon. Il faut que c'est vraiment une affaire de société. La santé, c'est une affaire de société. La santé mentale n'est qu'une des composantes de la santé. Et donc il y a des circuits administratifs, des circuits cognitifs même des fois, qui font que il faut que progressivement les choses évoluent, quoi. Mais bon, moi je suis plutôt optimiste. Au bout de 8 ans, j'ai vu plein de choses arriver, et notamment le fait d'avoir la parole parmi vous, par exemple, ou de faire partie d'un congrès de psychiatrie, voilà. On se dit que les patients sont pas tous fous. On est sorti de l'époque de la folie pour avoir des versions
plus petite et plus fine de la chose. Mm. Et il y a beaucoup de psychiatres qui sont intéressants aussi. Oui, Mm. mais ça veut quand même bien dire que pour nos bénévoles, il y a besoin absolument d'une sensibilisation et d'une connaissance de ce que vous avez expliqué ce matin et pour qu'ils se sentent un peu moins désarmés face à des personnes Oui, ouais, il faut euh, absolument. Il faut qu'ils accueillent. absolument ne pas les laisser. La bonne volonté, la bonne foi ne sont pas suffisants parce que d'abord c'est éprouvant. Moi je trouve le métier difficile et j'y ai été préparé et ça fait 8 ans que je l'exerce à plein temps. Et je continue à penser qu'il est difficile. Donc on peut risquer de laisser les bénévoles se baser sur leur volontariat et sur leur bonne volonté, s'abîmer également, alors qu'ils avaient comme intention de... il faut qu'il y ait des référents. Bon, il y en a, hein, il y a des moments, il y a des formations. Euh, Marc-Olivier allait parler des PSSM, une Voilà, formation qui est intéressante parce qu'elle est ouverte à tous. Les pères aidants peuvent aussi, moi, la preuve, je suis là avec vous aujourd'hui, être mis à disposition, y compris surtout les professionnels, pour dire, bah, je suis d'abord un humain qui a souffert et qui souffre encore, etc. Il faut soigner les ressources que représentent les bénévoles, surtout qu'en France, le bénévolat dans beaucoup de secteurs est important. Donc, s'il touche à la santé, il ne faut pas dégrader la santé des bénévoles qui essaient d'aider ceux qui ont une santé déjà dégradée. ouais, c'est un peu la réaction. Là, je vois Florence Dossan, tu as écrit l'enjeu pour les bénévoles, respirer, savoir orienter. Ouais. Ben, Intéressant, j'en joli profite juste pour lapsus. prendre. pour- Respirer, respirer, oui. Ouais. Respirer, mais repérer aussi, repérer, savoir orienter. Ouais. Et peut-être dans le premier temps, voilà, quelle attitude avoir. Mais ça, c'est assez bien fait dans les formations, le Mm. geste de premier secours en santé mentale. Et Ouais. ben, j'en profite juste pour prendre vraiment 2 minutes parce que moi, je n'ai pas fait cette formation, mais juste pour vous parler très rapidement de cette formation en... qui s'appelle Premier soin Premier en secours. santé mentale. Premier J'essaie de secours. partager mon écran, mais je suis pas sûr que ça marche. Ça marche. Est-ce... Si, voilà. Oui. Voilà, donc ça c'est très rapidement, mais voilà, donc sur les objectifs qui sont d'acquérir des connaissances de base concernant les troubles en santé mentale, mieux appréhender les différents types de crises, développer les compétences relationnelles, savoir écouter notamment, sans jugement, rassurer. Euh, et voilà, et après sur bon, il y a d'autres objectifs aussi, voilà, tester et s'approprier un plan d'action qui peut être utilisé. Mais voilà, je pense vraiment que c'est un outil qui est intéressant pour avoir une première, enfin voilà, une compréhension et notamment sur compréhension des différents troubles psychiatriques, troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles psychotiques. C'est une formation, sauf erreur, qui se fait sur 2 jours Mm. et qui est payante. Alors Ouais. voilà. Donc nous, on vous encourage à vous former là-dessus. Il me semble que Suzanne, toi, tu l'avais faite, peut-être tu peux en parler un petit peu plus. Je te prends un peu de cours, mais juste voilà. Enfin, aussi quelqu'un l'a faite et peut. Non, mais moi, je peux en témoigner. Je l'ai fait il y a un moment maintenant, et effectivement, c'est en fait, un peu de la même manière que les formations en premier secours en santé physique, hein, PSC1, que peut-être certains et certains d'entre vous ont fait dans d'autres cadres. Voilà, c'est appliqué à la santé mentale, et donc c'est une formation qui est dit citoyenne, donc vraiment pour tout le monde, pour mieux comprendre les enjeux effectivement pour aider à repérer, à réagir et à prendre un petit peu de recul sur les situations. Donc évidemment, si vous avez l'occasion d'y participer ou de faire participer les bénévoles de vos associations, allez-y. C'est évidemment très, très intéressant et très important pour faire aussi grandir la connaissance de ce sujet-là dans la société de manière générale. C'est aussi voilà, un enjeu de prévention générale dans la société que de se former sur ces sujets. Donc voilà, Merci. un Merci Et retour très beaucoup. positif de nos côtés. ouais. Il y a, Et il je y a vois, en effet. je vois dans les commentaires là que cette formation peut être gratuite quand elle est mise en place par la CPM. Ouais. Donc, à voir aussi. Il y a également des établissements de la FEP qui ont fait venir des formateurs au sein de leurs établissements pour former leurs salariés. Et il est possible que des bénévoles puissent en profiter. C'est-à-dire que il y a, voilà, dans le réseautage
intra-FEP. Si un établissement organise une formation pour ses salariés, qu'il n'hésite pas à voilà, proposer à des bénévoles de l'association d'entraide d'à côté une ou deux classes pour que ça puisse permettre que cette formation se fasse. Ça s'est déjà fait, et merci en tout cas pour ça. Euh, il y a ensuite le niveau formation de formateur qui est possible. Et c'est vrai qu'on est en train de regarder côté FEP, hein, voir si on ne pourrait pas passer ce deuxième niveau pour être ensuite en capacité de dispenser la formation premier niveau au sein de la FEP. C'est toute proportion gardée du même ordre que la formation valeurs de la République et laïcité, c'est-à-dire que c'est des formations citoyennes qui devraient être ouvertes à toutes et qui sont de plus en plus indispensables pour les bénévoles des associations pour non seulement pour identifier, mais aussi pour pouvoir se protéger. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, il y a des bénévoles qui nous disent mais moi, j'ai rien fait et pourtant, je me suis fait agresser. Ce que disait Eric sur la fragilisation des bénévoles est quand même important. Il faut qu'on puisse armer nos bénévoles dans le sens les équiper, les outiller pour qu'ils accompagnent encore mieux les personnes qui reçoivent. Je te laisse Pour peut-être compléter conclure. ça, il y a également, plus précisément orienté vers le suicide et la sensibilisation aux états suicidaires, un dispositif qui est gratuit, souvent délivré par les hôpitaux, qui sont les dispositifs Sentinelle. Qui permettent, alors il y a plusieurs niveaux, mais le premier niveau peut parfaitement être il s'adresse d'ailleurs comme les PSSM premier niveau à tout public qui veut être sensibilisé à la prévention du suicide. Et dans ce stade-là, il ne s'agit pas de faire de la prévention à proprement parler, mais de la détection de situations qui pourraient conduire à un suicide. Donc si vous êtes à la fois, vous avez suivi les 2 jours de PSSM et puis la journée de formation Sentinelle, en tant que citoyen, bénévole mais d'abord citoyen, vous êtes probablement encore plus équipé pour appréhender des situations comme celle-ci, quoi. Mhm. Ok, noté. Peut-être un mot de conclusion. Je ne sais pas si Guillaume ou Eric, vous voulez nous apporter un mot de conclusion avant que termine Bon, cette mais rien de rencontre. plus, mais simplement rappeler qu'effectivement, je pense que c'est important de rappeler que chacun a sa profession, que la psychiatrie, on ne s'improvise pas psychiatre, mais que là encore, ça ne veut pas dire pour autant qu'en tant que citoyen, on ne peut pas faire des choses. On peut faire énormément de choses, et comme je pense qu'Éric et moi on l'a montré, depuis une quinzaine d'années, il y a quand même beaucoup de choses qui se font sur le plan des formations universitaires, en tant que sont connues, reconnues, sur la question des statuts également, c'est extrêmement important. Il y a encore quelques améliorations, hein. Moi, je milite pour la question du partage d'informations à caractère secret, mais en tout cas, il y a quand même des choses qui avancent. Et merci à vous pour votre invitation et pour votre écoute. Avec Moi, je ne vais plaisir. pas rajouter grand-chose, hein, juste vous remercier de nous avoir invités pour témoigner de 2 réalités qui finalement se rejoignent et qui à terme ne seront plus probablement qu'une seule réalité. Je pense qu'effectivement, ce qui est important pour les bénévoles, c'est qu'ils ne perdent pas leur envie, leur désir, mais qu'ils ne perdent pas de vue non plus qu'il y a des choses qu'on peut faire sans se mettre en danger. Il y en a d'autres où il faut savoir s'encadrer et trouver les ressources pour ne pas se mettre en danger. Et que Mhm. l'accompagnement dans la santé mentale, c'est quelque chose qui peut parfois avoir un impact sur soi-même alors qu'on est parti dans une Mhm. orientation très positive vers les autres.